Oui, bonjour à tous. Excusez-nous pour le retard. On a un intervenant qui arrive dans 2 minutes, donc on va l'attendre et on commencera immédiatement une fois qu'il sera arrivé. Alors, bonjour à tous. Maintenant que François Gemène est arrivé, on va pouvoir... on va pouvoir commencer. Donc, tout d'abord, merci à tous d'être venus pour cette conférence qui est organisée donc, à l'occasion de la sortie du numéro 109 de la Revue internationale et stratégique, qui est donc une publication de l'IRIS, et qui s'intitule Agir pour le climat, arène, enjeu, pouvoir. Donc peut-être avant d'introduire ce numéro, je vais vous présenter les intervenants qui sont tous contributeurs de ce numéro. Donc à ma droite, vous avez François Gemène, qui est donc chercheur FNRS à l'Université de Liège et où il dirige et a fondé l'Observatoire Hugo, qui est consacré à l'étude des migrations environnementales. Et François Gemène est également co-directeur de l'Observatoire Défense et Climat, qui est donc un observatoire financé par le ministère des Armées et piloté par l'IRIS. À ma gauche, ensuite, vous avez Édouard Morena, qui est maître de conférences en politique européenne et française à l'Institut de l'Université de Londres à Paris, et Bastien Alex, qui est chercheur à l'IRIS et également co-directeur de l'Observatoire Défense et Climat. Donc, pourquoi ce numéro de l'ARIS consacré aux questions de climat? Il nous a semblé effectivement important de mettre en lumière et d'analyser surtout les nouvelles dynamiques que l'on peut observer ces dernières années autour de la coopération internationale pour le climat. Et ces nouvelles dynamiques, elles se dessinent depuis quelques années et sont notamment visibles depuis la COP21 et l'annonce du retrait américain de l'accord de Paris. Et donc, il nous a semblé important de revenir sur ces dynamiques où on constate effectivement à la fois un changement de paradigme dans les négociations internationales, mais aussi la participation croissante d'acteurs autres que les États dans la lutte contre le changement climatique.
Et donc, nous avons fait aussi le choix volontaire dans ce numéro de donner une large place à des acteurs qui sont généralement peu traités dans la littérature, qui sont pendant longtemps restés un peu en marge des discussions sur le climat, mais qui jouent aujourd'hui un rôle croissant pour notamment trouver des solutions adaptées aux problèmes climatiques. Et donc, ces acteurs peuvent être aussi bien les acteurs de la santé, par exemple, mais aussi les fondations philanthropiques sur lesquelles Édouard reviendra, mais aussi les peuples autochtones ou encore les acteurs de la défense sur lesquels Bastien Alex reviendra également. Et donc, parmi ces dynamiques, peut-être en souligner quelques-unes avant de céder la parole aux intervenants. Je pense que tout d'abord, on peut voir que la COP21 a constitué quand même un moment de rupture et marqué surtout un changement d'état d'esprit où il me semble qu'on est passé d'une logique qu'on peut qualifier de partage du fardeau et des responsabilités, qui a été notamment visible à la conférence de Copenhague, et logique qui s'est soldée, comme vous le savez, par un échec cuisant à l'issue de cette conférence. Et il me semble qu'aujourd'hui, cette logique, elle a cédé la place à une logique qu'on pourrait plutôt qualifier de partage des opportunités, où il s'agit cette fois de trouver, ou en tout cas d'adopter la vision d'un intérêt commun, et qui a permis d'aboutir, comme vous le savez cette fois, à la COP21, à la signature de l'accord de Paris, qui est le premier accord universel sur le climat. Et donc ce moment de bascule que représente la COP21, il est notamment analysé dans le numéro par Pascal Canfin, qui est, comme vous le savez, directeur du WWF France et également ancien ministre délégué au développement. Mais cette COP21, elle a également montré, il me semble, une évolution des rapports de force et du positionnement d'un certain nombre d'acteurs dans ces négociations et sur la question du climat de manière générale. Et ces dynamiques, elles sont elles aussi étudiées dans le numéro à travers un certain nombre de contributions. Et pour n'en citer que quelques-unes, on a par exemple une contribution qui présente l'évolution de la position indienne dans les négociations climatiques que représentent donc ces COP ou conférences des parties. On a également une contribution qui présente plutôt l'évolution ou en tout cas les stratégies diplomatiques qui sont développées par l'un des États les plus vulnérables et les plus pauvres de la planète, à savoir le Bangladesh, qui développe un certain nombre de stratégies pour défendre ses intérêts dans les négociations. Et changement qui est sans doute le plus significatif concernant l'évolution des rapports de force, c'est bien évidemment l'évolution des positions chinoises et américaines, sur lesquelles reviendra François Gemenne et où on a pu observer en effet une inversion des rôles entre ces deux pays les plus pollueurs de la planète, entre la COP 15 et la COP 21, donc entre Copenhague et Paris. Mais on remarque aussi, depuis la COP 21, une mobilisation politique et citoyenne qui dépasse de plus en plus le seul cadre des COP. Et qui montre, selon moi, que les jeux d'influence ou les grandes avancées politiques se jouent peut-être aujourd'hui autant, voire même davantage à l'extérieur qu'à l'intérieur même des COP. Et donc parmi ces événements, on se souvient par exemple du sommet pour le climat à New York qui a été organisé par Ban Ki-moon et qui a permis d'impulser une certaine dynamique un an avant la COP 21. On a eu aussi l'accord entre les États-Unis et la Chine en 2014 également, ou plus récemment l'organisation par le président français Emmanuel Macron du One Planet Summit consacré à la finance climatique. Et donc ces nouvelles dynamiques, elles se reflètent finalement dans aussi des processus d'appropriation des questions climatiques par un certain nombre d'acteurs, ce qui témoigne à la fois d'une participation croissante d'acteurs non étatiques dans les COP, qu'il s'agisse encore une fois donc des peuples autochtones, des ONG ou encore des fondations philanthropiques, mais aussi de la transversalité des enjeux climatiques qui dépasse encore une fois maintenant uniquement le seul cadre des discussions sur le climat pour concerner tous les acteurs et qui donc sont de plus en plus abordés dans d'autres enceintes multilatérales que les COP. Et là, on peut penser, et vous avez des contributions aussi dans ce numéro, par exemple sur l'intégration croissante des questions climatiques dans les discussions au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais aussi comment les acteurs de la santé s'approprient progressivement ces questions, et idem pour les acteurs de la défense. Donc, je vais maintenant passer la parole à François Gemenne, peut-être pour revenir sur, comme je vous le disais, cette évolution des positions des deux principaux pays, deux principaux pollueurs de la planète que sont aujourd'hui la Chine et les États-Unis,
où on a vu que pendant longtemps, la Chine a souvent joué un rôle peut-être plutôt d'obstacle à l'obtention d'un accord ambitieux dans les négociations, pour aujourd'hui, finalement, et depuis la COP21, jouer au contraire un rôle de facilitateur, et la Chine, en tout cas, semble vouloir aujourd'hui combler le vide qui est laissé par les États-Unis en matière de leadership international sur les questions de climat. Donc peut-être, François, que s'est-il passé finalement ces dernières années pour que l'on assiste à une telle inversion des rôles entre les États-Unis et la Chine? Voilà. Merci beaucoup Alice, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre présence ce soir pour cette conférence. Et effectivement, c'est vrai que si l'on regarde les positions... Oui. Voilà, pardon. Merci Alice, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence ce soir à cette conférence. Et c'est vrai que si l'on regarde les trajectoires croisées qu'ont suivi les positions de la Chine et des États-Unis lors des négociations sur le climat, on se rend compte que ces trajectoires, en fait, sont en quelque sorte le reflet ou le miroir de la manière dont ces négociations ont évolué au cours des 10 dernières années. Et donc, pour comprendre l'évolution de cette trajectoire, il faut revenir au moment clé qu'a été, avant la COP21 du Bourget, la COP15 qui s'est tenue à Copenhague en 2009. Et lors de cette conférence, il y avait donc l'impératif de venir avec un protocole qui suivrait le protocole de Kyoto qui devait arriver à échéance à la fin de l'année 2012. Et l'année 2009 avait été définie comme la date butoir à laquelle la négociation devait conclure un nouvel accord sur le climat. Et comme on le sait, cet accord n'a pas vu le jour, en tout cas n'a pas vu le jour au moment où il aurait dû voir le jour en 2009. Et s'il n'a pas vu le jour, il y a bien entendu des facteurs conjoncturels, une mauvaise organisation de la conférence, un mauvais pilotage par la présidence danoise, le manque de temps. Mais il y a à mon avis un facteur structurel que la COP21 a su prendre en compte, et ce facteur structurel, c'est le renversement de la hiérarchie des normes imposées par les pays émergents avec à leur tête la Chine. On a parfois dit que l'accord de Copenhague, c'est-à-dire la coquille vide qui est sortie de Copenhague, était un accord bilatéral entre la Chine et les États-Unis. La réalité, c'est que bien plus qu'un accord bilatéral entre la Chine et les États-Unis, c'est un accord entre 4 pays émergents, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud et le Brésil, qui se trouvaient à ce moment-là convenir parfaitement aux États-Unis. Ce que la Chine et à sa suite les pays émergents disent à Copenhague, c'est qu'il n'est plus question pour les pays émergents d'ajuster leur politique nationale en fonction d'accords internationaux. Jusqu'ici, tous les cours de droit constitutionnel ou de droit public du monde, et c'est encore le cas aujourd'hui, avaient décrit une hiérarchie des normes où venaient d'abord les accords internationaux et ensuite les constitutions nationales et puis les lois nationales. Ce que dit la Chine à Copenhague, c'est qu'elle refuse cet ordre des choses. Vous voulez que je parle moins fort sans micro? Ah, pardon. Ce que dit la Chine à Copenhague, c'est qu'elle refuse cette hiérarchie des normes où les accords internationaux imposeraient à chaque pays ce qu'il doit faire au niveau national. Et la Chine dit, si vous voulez nous avoir dans un accord sur le climat, et à ce moment-là, vu l'importance des émissions de gaz à effet de serre dans les pays émergents, il est évidemment impératif que l'on ait les pays émergents dans un accord sur le climat. Ce que la Chine dit, si vous nous voulez dans un accord sur le climat, ce sera selon nos termes. Et donc nous voulons désormais pouvoir définir nos politiques nationales d'abord, et ensuite, à partir de là, négocier des accords internationaux. C'est-à-dire que désormais, les accords internationaux doivent s'aligner sur nos politiques nationales et non plus l'inverse. En d'autres termes, la Chine affirme à Copenhague une certaine forme de souverainisme en disant nous n'acceptons plus que nos choix politiques nous soient dictés par en haut, par l'ONU, comme ça a été le cas
lors du protocole de Kyoto, par exemple, mais nous voulons pouvoir définir nous-mêmes nos politiques nationales et à partir de là seulement, nous pourrons conclure des accords internationaux. En d'autres termes, les pays émergents imposent un renversement de la hiérarchie des normes et bien entendu, c'est ça qui fait que l'accord de Copenhague est une coquille vide. Parce que jusque-là, la négociation avait été organisée selon une logique top-down, c'est-à-dire une logique de haut en bas. Et il se trouve que l'accord de Copenhague, la coquille vide de Copenhague, arrange très bien les États-Unis de Barack Obama à ce moment-là. Barack Obama est à l'époque au début de son premier mandat, et la priorité de son premier mandat, vous vous en souviendrez, c'était de faire voter sa grande réforme de la santé, l'Obamacare. Et pour faire voter cette réforme de la santé, il y avait un vote extrêmement délicat qui allait se jouer au Congrès à quelques voix près. Et Barack Obama savait qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre de voix ni du côté démocrate, ni du côté des quelques rares républicains qui avaient accepté de voter la réforme. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas apparaître aux yeux des républicains comme engageant trop les États-Unis dans la coopération internationale sur le climat, mais il ne pouvait pas non plus apparaître aux yeux des démocrates les plus progressistes comme un obstacle à la conclusion d'un accord sur le climat. Et Barack Obama se retrouve, je pense, dans ce qu'il a dû considérer comme un miracle divin, dans la solution de pivot de l'accord de Copenhague, où il peut à la fois jouer le beau rôle du facilitateur qui va convaincre les pays européens d'accepter l'accord des pays émergents, et donc il va jouer l'intermédiaire entre les deux et faciliter l'accord, mais en même temps il sait bien que cet accord est une coquille vide qui n'engage en rien les États-Unis, et que donc il ne risque de perdre des voix ni du côté démocrate, ni du côté républicain. Et c'est ainsi que Barack Obama accepte de vendre l'accord aux Européens et puis s'envole directement pour Washington pour faire voter sa réforme de la santé avec la certitude de n'avoir perdu de voix ni du côté démocrate ni du côté républicain. Et donc Barack Obama se tire merveilleusement bien de ce qui apparaissait au début comme une sorte de mauvaise passe à Copenhague où il risquait de perdre des plumes, de perdre des voix des deux côtés. Et donc la Chine apparaît, à la suite de Copenhague, comme étant l'obstacle à la coopération internationale. Et il y a, entre la conférence de Copenhague et celle de Paris, je dirais, deux événements qui vont en quelque sorte changer la position de la Chine. Le premier événement qui va changer la position de la Chine, c'est son souhait, sur le plan de sa politique extérieure, d'apparaître comme une puissance responsable et raisonnable, et donc de quitter l'isolationnisme dans lequel elle s'était peu ou prou cantonnée jusqu'ici, et d'apparaître sur la scène internationale comme un partenaire fiable. Et puis il y a surtout un élément de politique intérieure qui va devenir déterminant, c'est la pollution atmosphérique dans les grandes villes chinoises, largement due à l'exploitation du charbon. Et cette pollution atmosphérique et les conséquences sanitaires qu'elle implique va devenir un enjeu de mobilisation sociale en Chine, avec des manifestations qui vont avoir lieu dans plusieurs grandes villes. Et donc cette question environnementale va assez rapidement devenir une question sociale pour le gouvernement chinois. Et le gouvernement chinois va identifier cette question comme étant porteuse des risques d'un nouveau Tiananmen. Et comme Tiananmen avait marqué la révolution culturelle chinoise, le gouvernement va craindre que cette question environnementale et sanitaire n'amorce une sorte de révolution environnementale. Et donc le gouvernement, pour désamorcer la contestation, va être obligé de donner des signaux extrêmement forts pour réduire la pollution atmosphérique dans les grandes villes chinoises et donc réduire l'exploitation du charbon, y compris à la manière forte, en faisant fermer plusieurs entreprises très polluantes. Et donc, ce changement de configuration amène à ce que, en 2014, Chine et États-Unis signent une déclaration conjointe où, en quelque sorte, les deux grandes puissances préfigurent l'accord de Paris en disant
un an avant l'accord, voilà ce que nous nous engageons à faire, et voilà donc les bases sur lesquelles on peut construire l'accord de Paris. Et là où l'accord de Paris est intelligemment négocié, et c'est cela qui permet sa conclusion, c'est que la présidence française de la COP 21 acte ce renversement de la hiérarchie des normes, acte le fait que désormais ce sont les politiques nationales qui viennent premières et les accords internationaux qui viennent en second et non plus l'inverse. Et plutôt que d'adopter cette logique top-down qui jusqu'ici avait prévalu dans les négociations, la présidence va changer son fusil d'épaule et va adopter une logique bottom-up, c'est-à-dire du bas vers le haut, en demandant aux pays, avant la COP 21, de rendre un devoir, c'est-à-dire de communiquer quelles sont leurs intentions au niveau national, quels sont les plans, les politiques qu'ils comptent mettre en œuvre, et c'est l'agrégation de ces différents plans et politiques nationales qui va former l'accord de Paris. Et donc on a un texte de l'accord qui en fait est remarquablement hétéroclite et qui fait une place à chacun, qui fait une place à chaque politique nationale au risque de l'incohérence. Et une incohérence particulièrement manifeste de l'accord de Paris, manifeste mais nécessaire, c'est la discordance entre l'objectif collectif qui est affiché, c'est-à-dire l'objectif de limiter la hausse de température à 2 degrés Celsius d'ici la fin du siècle, et l'addition des objectifs individuels annoncés par les différents États. Si l'on agrège les objectifs individuels annoncés par chaque État, on arrive à une hausse de température de 3,5 degrés. C'est-à-dire une hausse de température qui ne correspond pas du tout à l'objectif collectif de 2 degrés. Il y a, et c'est le grand problème de l'accord de Paris naturellement, cette discordance manifeste entre l'objectif collectif et l'agrégation des objectifs individuels. Comme je le dis à mes étudiants de l'ERIS, c'est comme si vous vous donniez comme objectif collectif d'avoir une moyenne pour la classe de 16 sur 20 à l'examen et que chaque étudiant se disait « moi je suis content avec un 12 ». Il y aura forcément une discordance entre ces deux objectifs. Et on est aujourd'hui dans une situation, comme vous le savez, où Donald Trump, qui a succédé à Barack Obama, a décidé de retirer les États-Unis de l'accord de Paris. On a parfois eu tendance à minimiser ce retrait. Je pense qu'il est très significatif, au contraire. Il est significatif parce que les rôles de la Chine et des États-Unis se sont inversés. Les États-Unis aujourd'hui apparaissent comme une puissance de blocage à la coopération internationale sur le climat, et la Chine apparaît aujourd'hui comme étant une puissance facilitatrice de la coopération internationale sur le climat. Une anecdote assez révélatrice et se joue dans les derniers moments de la négociation à la COP 21, lorsque les États-Unis demandent la modification d'un mot en auxiliaire pour des raisons juridiques dans lesquelles je ne vais pas rentrer ici, on en discutera dans la séance de questions-réponses si vous voulez. Et donc les États-Unis demandent à ce qu'on rectifie une coquille dans le texte au dernier moment, et le Nicaragua saisit l'occasion pour dire « Attendez, ce n'est pas une coquille que l'on va rectifier, ça rouvre un volet de la négociation, et donc si l'on donne satisfaction aux États-Unis, je veux également que l'on rouvre la négociation sur une série de points. » Et donc le Nicaragua arrive au dernier moment avec un cahier de revendications que la révision demandée par les États-Unis ouvrait. Et la Chine va intervenir et venir à la rescousse au dernier moment, parce que si jamais on acceptait d'entendre la demande nicaraguayenne, ça veut dire que l'on repartait sur un round de négociation, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'accord au Bourget, et la Chine va intervenir et très brutalement va dire au Nicaragua de se taire, et que si le Nicaragua ose revenir à la table avec ses revendications, eh bien la Chine imposera des sanctions économiques jusqu'à la fin des temps au Nicaragua, et que donc il n'est pas du tout dans l'intérêt nicaraguayen
de vouloir rouvrir la négociation. Et donc, ce qui était peu dit et peu su, c'est que c'est la Chine qui, au dernier moment, sauve l'accord de Paris de la faillite, et c'est la Chine qui permet la conclusion de l'accord à l'heure dite, ou presque. Et donc, aujourd'hui, la coopération internationale se trouve un peu dans un moment de flottement, où l'Union européenne semble avoir perdu beaucoup de son leadership dans la négociation et où beaucoup se tournent vers la Chine en se demandant si, au fond, ce ne serait pas à la Chine désormais d'assumer un leadership politique de la négociation. Je ne pense pas que la Chine ait le désir ou la volonté d'assurer un leadership politique de la négociation. La Chine se contentera, à mon avis, d'être un partenaire fiable, mais il est difficile de demander au pays qui est le premier émetteur mondial de gaz à effet de serre et l'un des pays dont la croissance des émissions est encore avec la plus forte hausse aujourd'hui, de s'affirmer en leader des négociations. Pour être leader des négociations, vous devez au moins montrer un peu l'exemple. Et donc il y a là une voie dans laquelle, à mon avis, a voulu s'engouffrer, et a raison, Emmanuel Macron. Sauf que, bien entendu, il est relativement isolé d'abord sur le plan européen. On ne sent pas vraiment une dynamique européenne aujourd'hui qui voudrait porter le leadership. Et il est aussi handicapé profondément par les contradictions entre certains choix de politique intérieure qu'il fait et l'image qu'il voudrait afficher sur le plan international. Et il risque d'être assez rapidement rattrapé, à mon avis, par ces contradictions et le fait que, pour le moment, la France n'est pas en mesure de réaliser les objectifs qu'elle a annoncés à la COP21. La France n'est pas seule en cause et beaucoup de pays européens aujourd'hui se rendent compte, à commencer par l'Allemagne, qu'ils ne seront pas en mesure de remplir les objectifs annoncés à la COP21. Mais ça souligne, je dirais, la grande faiblesse, quelque part, de l'accord de Paris, c'est que, d'une part, il repose sur le principe d'universalité des engagements et que dès lors que les États-Unis se sont retirés, eh bien, ce principe d'universalité est rompu par nature. Et puis surtout que l'accord de Paris reste un accord politique avant d'être un accord juridique, très peu contraignant, qui repose sur une logique volontariste. Alors on peut se dire une logique volontariste produira sans doute peut-être plus de résultats qu'une logique contraignante. Le problème est que pour le moment, le compte n'y est pas du tout, puisque nous sommes sur une trajectoire qui nous amènerait, dans le meilleur des cas, à une hausse de 4 degrés d'ici la fin du siècle, et que, d'autre part, il n'y a plus d'arbitre et de comptable des engagements. Et que ce qui était l'arbitre ou le comptable des engagements, c'était un peu le contrôle mutuel que chaque État allait exercer les uns sur les autres. Mais j'ai l'impression que nous sommes aujourd'hui dans une phase où beaucoup de gouvernements considèrent l'accord de Paris non pas comme un point de départ, mais comme une ligne d'arrivée, et comme si désormais ils pouvaient passer la responsabilité de la mise en œuvre de l'accord à la société civile, aux entreprises, aux municipalités, et on sent très fort aujourd'hui une forme de déresponsabilisation des États par rapport à la mise en œuvre de l'accord de Paris, comme si c'était désormais la responsabilité de la société civile. Ça me semble, à mon avis, très dangereux parce que ça veut dire qu'il n'y a plus aucun comptable des engagements et que plus personne n'est là pour dire attention, le compte n'y est pas et donc il faut changer de braquet. Voilà, je vais m'arrêter là pour laisser la place d'abord aux autres et puis à la discussion. Merci beaucoup François. Donc en effet, comme tu viens de le souligner, cet accord de Paris il repose donc peut-être aujourd'hui essentiellement sur une logique volontariste, certes un peu risquée, mais cette volonté, justement, peut-être qu'elle peut aussi venir aujourd'hui d'autres acteurs que les États. Et on a bien vu justement aussi au moment du retrait, en tout cas de l'annonce de Donald Trump de retirer les États-Unis de l'accord de Paris, qu'on a assisté au même moment quand même à une levée de boucliers de la part d'un grand nombre d'acteurs de ce qu'on peut qualifier de société civile aux États-Unis, acteurs qui sont aussi bien des scientifiques que des milliardaires, par exemple, ou des chefs d'entreprise. Et donc ça, c'est ce qui me permet de céder cette fois la parole à Édouard Morena pour peut-être revenir sur le rôle montant d'un type d'acteur dont on parle assez peu et qui pourtant joue un rôle de plus en plus important, que sont justement ces fondations philanthropiques, notamment américaines.
Donc, Édouard, peut-être, est-ce que tu peux nous présenter un peu justement les caractéristiques de cette philanthropie climatique et les principales formes d'engagement de ces acteurs dans le débat international sur le climat aujourd'hui? Alors, bonsoir. Donc oui, effectivement, pour rebondir sur ta question, ce qui est intéressant, en fait, c'est que tout de suite après la décision de Donald Trump de sortir les États-Unis de l'accord de Paris, une des premières personnes, on va dire, à réagir, c'était Michael Bloomberg, donc, que vous connaissez peut-être, ancien maire de New York, milliardaire, qui a fait fortune donc, dans la finance, mais qui est aussi à la tête d'une fondation qui s'appelle Bloomberg Philanthropies. Alors, j'insiste, c'est une fondation privée. Alors, c'est pas une fondation d'entreprise, donc c'est-à-dire que c'est sa fortune personnelle, on va dire, qui est mise dans cette fondation. Donc, c'est pas une fondation qui agit, on va dire, au nom ou enfin, elle n'est pas liée à l'entreprise Bloomberg. Elle est liée à l'individu Bloomberg. Et donc, tout de suite après donc, la décision de Donald Trump, une des premières choses qu'il a fait, c'est déclarer qu'il allait compenser en fait la baisse, le manque à gagner du secrétariat de la Convention climat, donc lié à la sortie des États-Unis, et qu'il allait lui-même, en fait, enfin à travers sa fondation, compenser ce manque à gagner d'environ 14,5 millions de dollars. Ce qui est aussi intéressant, donc c'est une sorte de, enfin, c'est assez révélateur, je trouve, justement, de cette place en fait qu'occupe la philanthropie climatique, et aussi de sa nature, c'est-à-dire que c'est une philanthropie qui soutient très activement le multilatéralisme et qui croit fermement au multilatéralisme. C'est pour ça d'ailleurs qu'on la qualifie de philanthropie libérale. Et ce qui est aussi, du coup, caractéristique de cette philanthropie, donc, c'est justement qu'elle est très engagée à l'échelle internationale, qu'elle soutient à la fois le secrétariat, qu'elle soutient à la fois le processus, on va dire, de négociation climat, en tout cas la Convention climat, mais qu'elle agit aussi sur tout un tas d'autres fronts, notamment, justement, vous avez fait, enfin, Alice, il me semble, a fait mention du One Planet Summit en décembre dernier. Bloomberg et d'autres philanthropes étaient particulièrement visibles lors de ce sommet. Bloomberg a lui-même d'ailleurs, enfin Bloomberg Philanthropies encore une fois a financé l'organisation de ce sommet. Lors de la COP 23, les fondations étaient également assez présentes dans le cadre de ce qu'on appelait la bonne zone, c'est-à-dire de cet espace qui était à l'extérieur, enfin, à la marge, on va dire, de l'espace de négociation, espace dans lequel on montrait tout un tas d'initiatives qui étaient prises par des acteurs essentiellement non étatiques dans le domaine du climat. Alors, la question du coup que je vais essayer d'aborder, c'est justement, s'agit-il d'une montée en puissance? C'est ce qu'on est en train de constater, une montée en puissance de ces acteurs philanthropiques, ou au contraire, en fait, est-ce que c'est plutôt une sorte de... est-ce qu'on est en train de voir plutôt une plus forte visibilisation d'acteurs qui étaient déjà très présents, on va dire, dans le processus depuis de très nombreuses années? Alors, si on devait expliquer justement cette plus grande visibilité des fondations philanthropiques, eh bien justement, compte tenu, comme Alice l'a dit, du fait que ce sont essentiellement des fondations nord-américaines, donc juste pour vous faire un sorte de portrait, il y a à peu près une dizaine, on va dire, de fondations qui sont très actifs sur le climat. Environ 7 d'entre elles sont basées aux États-Unis. Et elles représentent, on va dire, ces 10 fondations, ça représente à peu près 400 millions de dollars par an, on va dire, d'argent qu'investissent, ils parlent même d'investissement, qu'investissent ces fondations autour de l'enjeu climatique. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des fondations donc essentiellement nord-américaines, et du coup, ça renvoie en fait aussi, c'est ce qui permet peut-être aussi d'expliquer en partie cette plus grande visibilité. C'est justement lié aussi, c'est qu'elles sont très imbriquées aussi dans le contexte politique et dans la situation politique nord-américaine. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des fondations que l'on qualifie de libérales, donc des fondations qui sont porteuses de la tradition politique libérale américaine, qui croient fermement au pluralisme démocratique, qui croient fermement au progrès social, qui croient aussi au niveau international en la gouvernance et au multilatéralisme. Et du coup, quelque part, elle se situe à contre-pied de ce qu'incarne Donald Trump, qui est justement une forme d'isolationnisme, une forme de conservatisme. Donc leur plus grande visibilité sur le plan international, on peut dire que c'est aussi une réaction, en quelque sorte, à la décision,
à l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche et en plus à sa décision de sortir de l'accord de Paris. Donc il y a un enjeu quelque part de politique américaine qui se joue aussi à travers cette plus grande visibilisation. Ce sont des fondations donc, qui sont aussi très liées, on va dire, au Parti démocrate, même si officiellement, enfin juridiquement, les fondations philanthropiques n'ont pas le droit d'agir en politique. Elles ont quand même, enfin, en tout cas, les principaux acteurs ont des liens, se situent plutôt du côté démocrate. Et du coup, l'enjeu climatique, on peut dire, notamment aux États-Unis, c'est un terrain d'ailleurs de lutte traditionnelle en fait entre conservateurs et libéraux, même si on retrouve quelques exemples de républicains qui se situent dans le camp des pro-climat et la même chose du côté des démocrates. Donc encore une fois, ça c'est une première, on va dire, explication de cette sorte de montée ou de cette plus forte visibilité des fondations. Ensuite, il y a aussi la nature même de l'accord, donc qui a été évoquée à l'instant. En fait, la dimension non contraignante, la dimension bottom-up de l'accord, elle a, comme l'a aussi dit Alice, enfin, elle a plutôt tendance à encourager, à favoriser une sorte de montée en puissance des acteurs non étatiques sur lesquels on compte finalement de plus en plus pour réussir à atteindre cet objectif qu'on s'est collectivement fixé lors de la COP21. Et du coup, les fondations, finalement, elles sont assez bien placées en fait, pour participer à cet effort collectif. C'est d'ailleurs un argument que les acteurs de la philanthropie climatique mettent en avant en permanence. Cette idée d'indépendance totale, finalement. Le fait qu'elle n'ait de compte à rendre à personne, ce qui peut, dans certains côtés, poser tout un tas de problèmes, en tout cas d'interrogations, eh bien, elle le présente comme une force, en fait. Elles n'ont de compte à rendre à personne, c'est-à-dire qu'à la différence des États et des gouvernements, elles n'ont pas d'échéance politique, donc elles n'ont pas cette contrainte. À la différence des entreprises, elles n'ont pas d'actionnaires. Et à la différence des ONG ou des acteurs de la société civile, ben justement, elles n'ont pas de dépendance financière non plus, puisque ce sont elles, finalement, qui financent la plupart de ces acteurs. Donc, quelque part, ça les met dans une sorte de situation, une position un peu de force dans ce nouveau contexte qui est émergé au lendemain de la COP 21. Et c'est ce qui explique justement cette plus forte visibilité aussi dans le cadre à la fois des COP, notamment dans les événements qui ont lieu à la marge, des événements de promotion d'action d'acteurs non étatiques. Mais c'est ce qui explique également en fait, le fait que même en dehors du processus officiel, on va dire, de négociations onusiennes, elles sont aussi de plus en plus visibles et elles contribuent, elles participent notamment au financement, à l'organisation d'événements comme le One Planet Summit qui a eu lieu en décembre dernier, mais également la Global Climate Action Summit qui va avoir lieu en septembre à San Francisco, etc., etc. Ils jouent un rôle à chaque fois central à ce niveau-là. Alors, pour autant, cette plus forte visibilisation des acteurs de la philanthropie climatique, enfin, ça ne veut pas dire que ce sont des nouveaux acteurs. Ils n'ont pas juste débarqué au lendemain de la COP21. En fait, si on s'y intéresse un peu de plus près, on se rend compte que finalement, ce sont des acteurs qui ont accompagné le processus même de constitution en fait, de la Convention climat, mais également du GIEC. Donc, en faisant des recherches dans les années 80-90, des fondations, notamment la fondation Rockefeller, par exemple, a activement soutenu tout le processus qui a donné naissance à la Convention climat, à la fois en finançant donc, la participation d'acteurs, en soutenant la mise en place en fait, d'une société civile climatique, donc en finançant tout un tas d'acteurs non étatiques, d'ONG, en soutenant la recherche et l'expertise aussi dans le domaine climatique, mais également en fait encore une fois, jouant le rôle de facilitateur en permettant à tout un tas d'acteurs de se rencontrer, en jouant le rôle de hôte en quelque sorte pour l'organisation de différentes réunions qui, encore une fois, donneront lieu aux différentes instances de gouvernance climatique que l'on connaît aujourd'hui. On a parlé de la COP15. Dans le contexte de la COP15, les fondations philanthropiques ont également joué un rôle très important. En fait, elles ont notamment financé des initiatives
Encore une fois, ce sont des initiatives qui ne sont pas très connues, mais il y en a une qui s'appelle Project Catalyst, qui a permis de rassembler en fait, tout un tas de gouvernements qui avaient pour but en fait, de faciliter le dialogue entre un certain nombre de gouvernements que l'on considérait comme étant clés pour pouvoir aboutir à un accord à Copenhague. Ils ont, enfin, c'est des financements, on va dire, à plusieurs dizaines de millions de dollars, en fait. Hein. Ils ont, et notamment par l'intermédiaire d'organisations comme McKinsey, qui mériteraient aussi d'être vraiment étudiées, parce qu'elles jouent aussi un rôle assez important et intéressant dans le contexte des négociations climat. Au lendemain de la COP15 et en amont de la COP21, là aussi, en fait, ces fondations, ces acteurs de la philanthropie ont aussi joué un rôle de premier ordre. Elles ont vraiment accompagné aussi tout le processus qui a permis d'aboutir à la COP21. Elles se sont clairement situées au service en fait, de l'accord, en soutenant à la fois l'architecture en fait, qui était en train d'être négociée, était en train d'être prévue, mise en place pour Paris, mais également en agissant à l'extérieur, aux marges aussi de cet espace de négociation. Parce que l'une des leçons en fait, qu'ont tiré les fondations philanthropiques au lendemain de Copenhague, c'était justement de se dire que le problème avec Copenhague, c'était effectivement à la fois les enjeux de pouvoir qui se jouaient à l'intérieur de l'espace de négociation entre États, mais l'autre problème aussi qu'a eu Copenhague, c'est l'interprétation de l'accord. C'est le fait que finalement, donc à partir de là, ils estimaient qu'il fallait aussi contrôler en quelque sorte l'environnement qui entoure les négociations. Et en tant que fondation philanthropique, en tant que financeur de tout un tas d'acteurs de l'espace climatique mondial, d'ONG encore une fois, d'experts, etc., eh bien, elles avaient en fait ce pouvoir qui permettait d'agir sur ces différents leviers. Et donc, elles ont énormément investi entre la COP15 et la COP21, justement sur la communication, sur l'orchestration de campagnes qui viennent en appui, on va dire, au processus au processus de négociation qui était en cours. Le financement aussi d'études, notamment dans le domaine de la prospective, pour montrer en fait que l'objectif des 1,5 était atteignable. Le financement aussi de délégations comme la délégation des îles Marshall. Donc elles ont apporté, à travers l'argent des fondations philanthropiques, on a notamment soutenu les îles Marshall et on a permis en quelque sorte aussi de faire les îles Marshall une sorte elles ont joué en quelque sorte le rôle de porte-drapeau de cet accord de Paris. Donc elles ont joué un rôle, encore une fois, vraiment très très important, mais encore une fois très discret dans la période allant de Copenhague à Paris. Donc elles étaient beaucoup moins visibles qu'elles le sont aujourd'hui. Et si justement on s'intéresse à leur stratégie actuelle au lendemain de Paris, je l'ai un peu présenté tout à l'heure, mais il s'agit essentiellement d'entretenir ce qu'on appelle, et c'est un mot que vous avez peut-être croisé aussi, en tout cas qui est employé en permanence, c'est entretenir le momentum, entretenir une sorte d'élan en fait, qui était censé créer Paris, un élan en maintenant aussi un autre terme qui est employé, l'esprit de Paris, c'est-à-dire cette idée au fond que oui, l'objectif des 1,5 ou l'objectif des 2 degrés voire des 1,5, est encore atteignable. Elle joue un rôle encore central à ce niveau-là pour entretenir cette sorte de dynamique positive qui est essentielle. Parce qu'à partir du moment où il n'y a pas vraiment de contraintes, on espère, tout est basé sur l'envoi de signaux, tout est centré sur l'idée qu'on va créer en quelque sorte les conditions qui vont permettre à la fois aux États, mais également, et peut-être même maintenant surtout, aux acteurs privés, entreprises, investisseurs, d'agir en fait et de permettre d'atteindre ces objectifs. Elles sont également très actives sur un tas de campagnes assez précises aussi. Par exemple, il y a toute une campagne en ce moment au niveau européen pour l'élimination du charbon. Par exemple, voilà, c'est une campagne qui est financée massivement par les fondations. Donc, il y a aussi tout un tas de campagnes assez ciblées qui visent aussi essentiellement des secteurs qui bénéficient du soutien financier des fondations, mais plus que ça, en fait. Ces fondations, elles sont aussi porteuses d'une vision de ce qui doit être fait. Elles ne sont pas là juste pour financer, elles agissent, en fait, elles participent aussi au processus d'élaboration des stratégies. Et c'est ce qui me permet du coup de conclure sur justement les risques et les défis finalement liés à cet engagement des fondations.
D'un côté, on pourrait dire que cette stratégie en fait, volontariste d'entretien du momentum qu'elle soutienne, il entretient aussi une forme de décalage plus grand entre à la fois un discours, entretenir l'esprit de Paris pour faire court, et la réalité, c'est-à-dire une réalité qui est beaucoup plus sombre, qui se caractérise par en fait, des records en termes d'émissions qui sont battus et en termes de température qui sont battus d'année en année, etc., etc. Donc ce décalage, il alimente aussi à son tour une forme de défiance, voire une forme de repli sur soi, notamment de la part des communautés les plus exposées. Et c'est ce qui permet, c'est ce qui contribue aussi à renforcer, à une résurgence de ce fameux discours qu'on croyait avoir disparu, c'est-à-dire ce discours qui oppose notamment l'environnement à la croissance économique et aux emplois. Chose que l'on revoit en fait réapparaître aujourd'hui, alors qu'on pensait que c'était terminé. Deuxième et dernier point, enfin dernier risque ou défi, c'est justement cette sorte d'approche, je n'ai pas trouvé l'équivalent en français, one size fits all, enfin une sorte d'approche unique qui ne laisse finalement pas de place aux visions dissidentes. Comme je vous l'ai dit au début, il y a très peu de fondations qui sont très actives sur le climat. Et cette dizaine de fondations super actives sur le climat, très engagées sur le climat, toutes leurs positions, toutes leurs stratégies sont alignées. C'est-à-dire qu'elles agissent totalement de concert. Et donc, quelque part, ça veut dire que tous les acteurs, notamment les ONG qui agissent en fait, dans l'espace climatique à l'échelle internationale, elles sont en grande partie dépendantes de ces fondations. Et du coup, quelque part, elles sont aussi, à travers leur dépendance, notamment financière, parfois obligées de se plier à la stratégie ou en tout cas la vision imposée par ce petit groupe de fondations. Et ça, quelque part, ça pose tout un tas de problèmes, et je finirai là-dessus, parce que ça réduit en fait l'espace, la place pour le débat en fait sur le climat. Ça le réduit finalement à deux camps, ceux qui sont pour l'action et ceux qui sont contre. Et ça, c'était particulièrement vrai juste à la veille. Enfin, je me souviens, enfin, pendant la COP 21, en fait, c'était explicitement écrit en fait par les fondations elles-mêmes. Elles disaient clairement: soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. C'est-à-dire qu'elle plaçait dans le même camp, d'ailleurs, les négationnistes, enfin ceux qui remettent en cause la science du climat, et ceux qu'ils appelaient les idéalistes du climat, c'est-à-dire ceux qui étaient, certes, qui croyaient fermement au besoin d'agir sur le climat, mais qui n'étaient pas alignés sur leur propre stratégie, qui cherchaient à intégrer en fait tout un tas d'autres demandes, notamment, par exemple, sur la question de l'équité. Par rapport à la question aussi des responsabilités historiques des pays, etc. etc. Donc ça aussi, ça pose un problème, ou en tout cas ça pose un tas de questions, parce que, encore une fois, ça a tendance à vraiment réduire l'espace de discussion autour de ces enjeux climatiques. Merci beaucoup, Édouard. Maintenant, je voudrais céder la parole à notre dernier intervenant pour aborder cette fois une catégorie d'acteurs qui cherchent peut-être moins directement à influencer le processus des négociations, mais qui néanmoins intègrent de plus en plus dans sa réflexion stratégique les questions climatiques. Et il s'agit des acteurs de la défense. Puisque on sait, et il est de plus en plus admis aujourd'hui, que le changement climatique est perçu, ou en tout cas décrit comme un multiplicateur de menaces, que ce soit en termes d'atteinte à la sécurité humaine ou d'atteinte à la sécurité nationale et internationale. Et on sait effectivement, en tout cas il y a un consensus sur le fait que le changement climatique est en tout cas en mesure d'exacerber aujourd'hui certains facteurs de conflictualité et de migration, en agissant par exemple sur la disponibilité des ressources hydriques, foncières ou encore alimentaires. Et donc cela a conduit effectivement les acteurs de la défense à s'interroger de plus en plus sur la manière dont le changement climatique allait aussi impacter potentiellement leur mission et leurs fonctions. Et donc, à cet égard, peut-être, Bastien, est-ce que tu peux revenir sur justement la mise à l'agenda de ces questions climatiques, notamment peut-être au sein du ministère français de la Défense, dont on sait qu'il a été longtemps en retrait sur ces questions par rapport, par exemple, au département de la Défense américain qui a été le premier à se saisir de ces questions. Donc, comment s'est fait cette mise à l'agenda au niveau français, et quels sont aussi aujourd'hui les défis à relever pour ces acteurs pour faire face aux impacts du changement climatique? Merci Alice. Alors je vois qu'on n'est pas en avance, donc je vais essayer de
raccourcir peut-être mon intervention. Je voulais juste faire la transition avec l'intervenant précédent, juste pour bien évoquer et bien se rendre compte de la puissance financière des fondations philanthropiques aujourd'hui. Ça me fait penser que, je crois que c'est lors du One Planet Summit, il y a une annonce de la fondation Bill et Melinda Gates, pardon, qui porte sur le soutien qu'elle va accorder à la recherche scientifique, notamment dans le développement d'une agriculture résiliente au changement climatique en Afrique. L'enveloppe qui est proposée, c'est 300 millions de dollars. Et je crois que c'est quasiment simultané. Il y a une annonce du gouvernement français qui propose de financer le G5 Sahel, un territoire, donc le Sahel, qui nous intéresse un petit peu en ce moment, nous autres Français, à hauteur de 8 millions d'euros. Donc, il faut bien prendre la mesure de ces chiffres. On a 300 millions d'euros d'un côté, enfin 300 millions de dollars, et 8 millions d'euros pour quelque chose qui occupe quand même un petit peu l'actualité. Alors, pas peut-être autant que ça le devrait, mais voilà, ça donne une idée en tout cas de l'écart de la puissance financière parfois entre certains États, même la France, et des fondations philanthropiques. Je referme la parenthèse. Qu'est-ce qui peut pousser des États, et notamment les acteurs de la défense, à s'intéresser au changement climatique? Alors évidemment, on peut peut-être schématiser rapidement en disant qu'un État peut s'intéresser au changement climatique si ce phénomène menace sa sécurité, s'il peut potentiellement nuire à son économie, ou peut-être s'il peut constituer un levier d'influence ou de coopération internationale important pour étendre son poids stratégique, disons. La question démarre finalement au début des années 90, un contexte très différent pour la France et les États-Unis, qui sont les deux pays que nous avons traités dans l'article avec Adrien Estève, alors qui est doctorant aux séries à Sciences Po, qui fait ses recherches actuellement aux États-Unis justement sur ce sujet, intégration du changement climatique dans les doctrines de défense françaises et américaines, donc avec qui j'ai travaillé pour l'article. Et donc aux États-Unis, ça démarre dans les années 90, après la chute de l'adversaire soviétique, une période qui est propice aussi à l'examen de nouvelles menaces, puisqu'on considère qu'aujourd'hui, la Russie n'est plus, en tout cas l'Union soviétique effondrée n'est plus une menace aussi grande qu'auparavant. Donc le Pentagone va commencer à s'intéresser aux risques liés au changement climatique et à son impact sur la sécurité nationale. Alors il y a tout un tas de rapports et de publications qui vont intervenir au cours des années 90. Ça va aussi être motivé par des caractéristiques physiques aux États-Unis, pays très étendu avec une variété de climats. Évidemment aussi d'importantes implantations militaires un peu partout. Et il y a un événement, par exemple, en 92, il y a un énorme cyclone Andrews qui dévaste une des bases de l'Air Force américaine. Et ça va être aussi révélateur d'une certaine prise de conscience que finalement, ce qu'on considérait comme juste des aléas naturels peuvent frapper et causer d'importants dégâts à la puissance militaire américaine. Alors ça ne remet pas évidemment en cause tout l'arsenal américain sur le plan aérien, mais en tout cas, ça coûte cher, ça expose des vulnérabilités, donc c'est quelque chose qui aide à la prise de conscience. Il y a différents documents, je ne vais pas revenir dessus parce qu'on n'a pas le temps, mais je pense qu'on peut mentionner peut-être des dates charnières. C'est au-delà des années 90, à partir des années 2000, il y a un rapport qui va être publié par deux auteurs, Schwartz et Randall, avec le tampon du Pentagone, qui s'appelle Imaginer l'impensable, et qui va produire des scénarios de conflictualité en lien avec les impacts du changement climatique. Alors des choses assez farfelues, mais volontairement, pour attirer l'attention, en tout cas à la fois des décideurs, mais aussi de la communauté des chercheurs. Il y avait par exemple un scénario à horizon 2022 où la France et l'Allemagne se disputaient le contrôle et l'accès commercial aux eaux du Rhin pour le transport fluvial. Bon, quelque chose qui faisait assez sourire à l'époque, mais en tout cas, ça a permis au sujet d'avancer. 2007, une autre date importante, c'est le rapport du Center for Naval Analysis, qui est le premier à développer cette notion de multiplicateur de menaces, qui va être repris en tout cas et, de manière centrale dans l'approche américaine et qui va s'étendre aussi notamment en Europe. 2007, c'est aussi un papier retentissant de Ban Ki-moon dans le Washington Post qui évoque les racines climatiques du conflit au Darfour. Ça aussi, c'est pour ancrer la conflictualité liée au changement climatique dans un exemple contemporain. Alors, cette phrase a fait couler beaucoup d'encre en tout cas, mais c'est prise de position assez marquée du secrétaire général des Nations Unies dans ce débat-là. Donc ça aussi, ça a contribué. Bon, tout ça nous a amené, je passe rapidement dessus, parce que comme je le disais, je n'ai pas le temps, mais à une institutionnalisation de ce concept de multiplicateur de menaces pour désigner les changements climatiques, qui va être donc apparent dans la revue de défense nationale des États-Unis et tous les grands documents stratégiques. Qu'est-ce qui s'est passé depuis l'élection de Trump ?
Vous aurez noté, comme on a pu le dire, hein, il y a eu une espèce de moment un petit peu étrange juste après l'annonce de la sortie des États-Unis, où il y a eu des prises de position des fondations philanthropiques, mais aussi de l'administration américaine, montrant qu'on avait plutôt l'impression que c'était l'administration Trump qui voulait sortir des accords de Paris, pas forcément les États-Unis. Vous avez des maires qui ont justement, pas seulement des anciens maires comme Michael Bloomberg, mais le maire de Pittsburgh qui était cité dans la conférence de presse, s'est désolidariser très rapidement de la déclaration des États-Unis. Donc ça s'en est suivi aussi des prises de position des généraux américains pour réaffirmer l'importance de continuer à prendre en compte le changement climatique dans l'élaboration de la réflexion stratégique sur les risques pesant sur la sécurité nationale. Là, on est dans un moment un peu plus flou où successivement, il y a eu à la fois reconnaissance à travers la signature d'un document important par Donald Trump du poids du changement climatique dans la sécurité nationale, quelque chose qui a été démenti par l'absence dans la stratégie de sécurité nationale du changement climatique ou l'omission volontaire. Ce à quoi ont répondu des membres du Congrès en faisant une lettre ouverte au président en lui demandant de réintégrer ce concept de sécurité climatique dans cette approche de la défense américaine. Donc on a une espèce de bataille entre, on va dire, certains membres du Congrès, une partie de l'administration de la défense américaine. James Mattis avait fait en 2017 des déclarations montrant qu'il adhérait à cette vision en prenant en compte les changements climatiques. Dans la stratégie de défense nationale introduite en janvier 2018, il fait machine arrière en oubliant de mentionner ce concept. Donc on a un petit flou quand même au niveau des annonces américaines, mais quand on discute à un niveau, on va dire, inférieur dans l'administration, les gens s'accordent à dire que l'important, c'est conserver du changement climatique. Je passe rapidement à la France. En France, évidemment, l'histoire est très différente, puisque au début des années 90, on n'est pas exactement dans la même configuration. On est préoccupé par d'autres enjeux. On est aussi en train de travailler à la mutualisation et à la coopération en matière de défense, dans un contexte aussi de lacunes capacitaires et de contraintes budgétaires. On est aussi en train de préparer la réunification allemande, la préparation de l'euro aussi. Donc on n'est pas vraiment dans la même situation et dans les mêmes capacités des États-Unis. On n'a peut-être pas aussi la même obsession du contrôle de nos menaces et de la sécurité que nos collègues américains. Donc tout ça fait que finalement c'est un enjeu dont on va très peu percevoir la mention dans les productions stratégiques françaises pendant des années. Le livre blanc de 1994 n'en parle pas. Le livre blanc de 2008, commandé par Nicolas Sarkozy, le mentionne. On est là dans un contexte un peu plus favorable. 2008, on est juste avant Copenhague aussi. Il y a une montée en puissance avant Copenhague. On l'a dit tout à l'heure, une attention médiatique, il y a plein de facteurs. Donc le livre blanc de 2008, niveau français, mentionne les enjeux climatiques. Disons, s'intéresse à la gestion des ressources naturelles et leur capacité à provoquer des conflits. Et finalement, c'est un enjeu qui va disparaître de l'édition 2013 du livre blanc, assez étonnamment, puisque là, on est quand même quasiment dans la préparation de la COP21, mais pas encore, je le dirai juste après. Mais étonnamment, c'est vraiment quelque chose qui disparaît. Il n'y a que 2 occurrences du terme changement climatique dans le livre blanc de 2013, et pour des enjeux arctiques qui ne sont pas véritablement les plus centraux pour la France. On n'est quand même pas très loin de l'intervention au Sahel. Donc, étonnamment, c'est quelque chose qui a disparu un peu des radars. J'aurais bien aimé qu'il y ait mon collègue du ministère pour évoquer aussi ce point-là dans les questions. Il n'est pas là. Mais c'est une question, en tout cas, que moi, je me pose encore. Et finalement, la France va bénéficier, comme beaucoup de pays, de l'effet COP21. La préparation de la COP21 nécessite l'implication de l'ensemble du gouvernement. Et la défense va s'y intéresser. Alors, elle avait déjà pris le problème à travers les questions plus, on va dire, environnementales, de pression normative issue de la protection de l'environnement qui peuvent peser sur l'industrie de défense et sur les capacités opérationnelles des armées. Et donc, l'armée française va s'en saisir. Ça se voit à travers plusieurs éléments, effectivement. L'organisation de la première conférence internationale sur les questions de défense et de climat qui s'est tenue à l'école militaire. Donc, je crois que c'était juste avant la COP 21, donc ça va être mi-octobre 2015. Qui réunit une trentaine de personnalités, de dirigeants de haut niveau. C'est une conférence aussi que les Français essayent d'installer dans le paysage, c'est-à-dire que la 2e édition a eu lieu en préparation de la COP 22 qui avait lieu à Marrakech. Donc les Marocains avaient accepté de reproduire cette conférence climat et défense dans le giron de la COP 22. Malheureusement, ça ne s'est pas fait durant la COP 23, donc à voir si la dynamique est brisée ou si ça sera repris pour la conférence, la COP 24 en Pologne. Mais il y a l'organisation aussi de séminaires, d'un important colloque à Papeete,
organisé par les forces françaises basées en Polynésie à l'occasion d'un exercice qui regroupe 29 pays de la zone pour travailler sur des scénarios de crise climatique et pour travailler l'interopérabilité entre les différentes armées de la région. Donc tout ça va préparer doucement la COP21 pour la défense. Et aujourd'hui, ça se concrétise effectivement par l'Observatoire Défense et Climat, dont le nom un petit peu allongé et officiel est l'Observatoire géopolitique des enjeux des changements climatiques en termes de sécurité et de défense. On n'a pas trouvé d'acronyme, donc on appelle ça Observatoire Défense et Climat. Sinon, ce serait beaucoup trop long. Et aujourd'hui, donc, c'est un contrat qu'on anime avec Alice, François et moi-même, avec la DGRIS, pour réfléchir à la manière dont le changement climatique soulève des enjeux importants pour la défense. Alors, ces enjeux, pour en dire brièvement un mot, ils sont, je crois, de 3 ordres. Alors, tout d'abord, il y a la question des risques et des menaces liés aux impacts du changement climatique. Alors, c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est Buock qui disait, un chercheur scandinave qui disait, en 10 ans, la recherche sur les liens entre changement climatique et sécurité a créé plus de confusion que de certitude. Nous, on y est confrontés souvent. Alors, il y a des querelles de chercheurs et des ABI qui prennent le problème de manière différente. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que on a effectivement des doutes sur les liens de causalité entre changement climatique et sécurité. On en a beaucoup moins sur les corrélations entre changement climatique et sécurité. Aujourd'hui, il est avéré que le changement climatique joue un rôle d'exacerbateur de tensions qui sont liées à des problématiques que l'on connaît, notamment sur la question de la gestion des ressources naturelles. Je donne juste 2 exemples. Les conflits, par exemple, agriculteurs et éleveurs au Sahel, qui sont effectivement des dynamiques très anciennes, sont exacerbés tout simplement par la pression supplémentaire qu'exerce le changement climatique, à la fois sur les ressources hydriques, sur les ressources fourragères, sur le débit des fleuves, etc. Tout un ensemble de choses qui vont conduire, avec d'autres facteurs, à une exacerbation de la conflictualité potentielle. Ça veut dire penser à la démographie, bien sûr. Un exemple, le Niger va avoir sa population multipliée par 2,5 d'ici 2050, avec des conditions climatiques d'ici 2050 qui seront nettement moins favorables qu'aujourd'hui, une population multipliée par 2,5, une mauvaise gestion par la puissance publique de la répartition des ressources et surtout une incapacité à gérer de manière pacifique les différends que ces problèmes de ressources créent, on peut imaginer que tout ça va plutôt s'aggraver que s'améliorer. Je pense que là-dessus, il n'y a pas de discussion possible. Alors, c'est des scénarios qui sont conditionnés à effectivement une poursuite, en tout cas, des trajectoires climatiques. En raison de l'inertie climatique et du système climatique, les caractéristiques de 2050 sont assez connues et ne seront pas bonnes. Et c'est conditionné aussi à l'absence d'une prise à bras-le-corps de ces problématiques de gestion des ressources. Deuxième exemple, toujours en Afrique, vous avez sans doute tous entendu parler du grand barrage de la Renaissance éthiopienne, qui est un projet qui fait couler beaucoup d'encre entre l'Éthiopie et l'Égypte, puisque tout simplement la construction de ce barrage par l'Éthiopie sur le Nil bleu, qui est l'affluent principal du Nil, dont l'Égypte dépend quasiment à 100% pour son eau, effectivement fait craindre quelques problèmes de raréfaction de la ressource hydrique. Ça a des conséquences bien sûr sur l'approvisionnement en eau, sur l'agriculture, sur la production hydroélectrique en Égypte. Donc tout ça crée des tensions. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais dites-vous bien que si le chantier du barrage de la Grande Renaissance éthiopienne est protégé par des batteries de missiles, ce n'est pas complètement un hasard. Donc il y a cette crainte que le changement climatique, à horizon 2050, augmente la variabilité d'une année sur l'autre, c'est-à-dire la variation du débit d'une année sur l'autre, de 50%. Ça veut dire que d'une année sur l'autre, le débit du Nil pourrait être sévèrement diminué. Et là, il est très difficile aujourd'hui d'établir dans quelle mesure l'Égypte sera touchée, évidemment, en bout de chaîne, étant donné que c'est un pays d'aval, c'est le dernier pays d'aval. Donc, ça fait partie des études de cas sur lesquelles planchent les chercheurs. Deuxième défi, grand défi pour la défense, j'essaierai d'aller plus vite, c'est la question effectivement de l'adaptation des capacités opérationnelles, à la fois à l'environnement normatif qui évolue, puisque si on demande des efforts à la société en termes d'atténuation, il est évident que l'industrie de la défense et les acteurs de la défense devront faire leur part. Donc ça veut dire à la fois réduction de l'empreinte carbone, tout simplement des bâtiments, de l'efficacité énergétique dans les sites, puisque la défense est le premier propriétaire terrien en France et le premier consommateur d'électricité. Donc là, il y a des marges de progression importantes. Après, ça peut porter sur les capacités opérationnelles. Par exemple, Saab a fait voler un Gripen l'année dernière avec du biocarburant.
Aujourd'hui, l'objectif, ce n'est pas forcément de faire des rafales qui volent avec des biocarburants, mais c'est de penser, on va dire, l'économie de carburant comme un avantage stratégique. Je prends l'exemple, toujours le même, des convois de ravitaillement en Irak, en Afghanistan. Les Américains s'étaient rendus compte qu'ils étaient systématiquement attaqués sur ces convois, tout simplement parce qu'il fallait ravitailler les postes avancés sur le terrain. En réduisant le nombre de convois, en autonomisant les postes avancés, ils ont effectivement diminué le nombre de morts. Donc ça passe par des solutions de recyclage de l'eau utilisée, de production d'électricité, non plus avec des groupes électrogènes, mais avec des solutions renouvelables. Tout ça, c'est des facteurs qui vont à la fois permettre de faire des économies et aussi de renforcer l'autonomie stratégique et de réduire les pertes humaines. Donc quand, on va dire, il y a concordance entre l'agenda climate friendly et les objectifs opérationnels, là, ça peut fonctionner. Et enfin, je dirais, dernier défi, qui est peut-être un des plus intéressants, ce serait celui de peut-être la réforme des missions des armées. C'est des choses intéressantes dont on discute très régulièrement avec nos collègues du ministère. La question, c'est finalement dans quelle mesure l'exacerbation des risques naturels et des catastrophes naturelles nécessite leur intégration par l'armée, dans le sens où, bien souvent, dans le cadre de catastrophes naturelles de grande importance, l'armée est la seule institution à pouvoir intervenir parce qu'elle est la seule à disposer des moyens permettant d'accéder au terrain rapidement, avec des chaînes de commandement qui fonctionnent pour l'acheminement de l'aide, etc. Et ça, aujourd'hui, ce n'est pas dans le corps de métier des militaires. Quand on discute avec des militaires sur l'opération Sophia, par exemple, qui visait à recueillir des migrants en Méditerranée, ils ne sont pas toujours très enclins à soutenir ce type de projet. Pour eux, une frégate multimission, ça ne sert pas forcément à aller repêcher des migrants dans la Méditerranée. Alors, il y a cette question, est-ce que les militaires doivent revoir cette vision et peut-être, si jamais les conditions climatiques au Sahel se dégradaient, pousser des flux migratoires vers l'Europe, est-ce qu'on n'aurait pas à nouveau besoin d'un déploiement de frégates en Méditerranée pour gérer ce flux migratoire? Donc ça, c'est des questions avec lesquelles on doit dealer et des points qu'on doit aborder avec eux. Autre exemple, vous avez tous suivi le cyclone Irma cet été, l'été 2017, qui a fait beaucoup de dégâts aux Antilles. La question, c'est que l'armée a été mobilisée assez rapidement. Alors aujourd'hui, les militaires continuent à dire que ce n'est pas leur fonction première. Ils le font parce que le président leur demande et ils reconnaissent leur efficacité, mais ils en retirent un certain crédit aussi sur le plan de l'image. Après, il y a des problèmes aussi qui sont liés à la facture, qui est dans ce cas-là réglée plutôt par le ministère de l'Intérieur. Donc là, il y a des choses à voir aussi. Donc à la fois, il y a une envie de s'immiscer dans ce théâtre un peu plus civilo-humanitaire, donc de sécurité civile, et en même temps, ça nécessite une réflexion sur la doctrine, à quoi doivent servir les forces militaires aujourd'hui, est-ce qu'elles doivent s'investir davantage dans ces missions de protection civile. Je donne un dernier exemple, le plan Héphaïstos aujourd'hui, c'est le plan de surveillance des massifs forestiers dans le sud-est de la France, le plan incendie, qui démarre généralement l'été, pendant la saison des incendies évidemment, et qui mobilise aussi des moyens militaires. Est-ce que ce genre de mission doit s'étendre et doit donc être intégré comme une modification de la doctrine et d'emploi des forces? C'est aussi, à mon avis, un des principaux enjeux dans l'avenir, sachant que ces risques de catastrophes naturelles seront exacerbés avec certitude par les changements climatiques. Je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà été trop long. Merci beaucoup Bastien. Donc comme tu l'as dit, nous ne sommes pas très en avance. Il reste entre 15 et 20 minutes pour les questions. Du coup, sans transition, je vais vous céder la parole. On va peut-être prendre plusieurs questions d'un coup et je vous demanderai, si possible, d'avoir des questions brèves. Voilà. Qui veut prendre la parole ? Alors, il y a des micros qui circulent. Oh, mais vous pouvez... Ah, vous en avez un. Bon. Voilà, merci. Oui, je venais avec une idée en tête. Et finalement, Monsieur Bastien Alex, vous me donnez la possibilité de poser ma question. C'est, est-ce que l'on peut aujourd'hui encore poser un débat sur la question climatique sans poser le débat sur les autres liens qui sont avec elle? Et je parle en particulier de la biodiversité. Or, voilà, la communication que vient de nous faire M. Alex est remarquable, parce que derrière ce que vous dites sur la défense, ce sont bien ces questions-là, celle de l'eau, celle de l'accès aux ressources alimentaires, etc., qui sont posées. Et je vous pose la question. Peut-on parler de climat aujourd'hui sans parler de biodiversité, en particulier, si ce n'est tous les autres enjeux qui lui sont liés? Donc, une question pour Bastien. Je vois une autre main qui se lève là. Ouais, bon, d'accord. Je m'assois là. Merci beaucoup pour vos présentations. Je suis Ihsan Genoun, je suis chercheuse en relations internationales à l'ECP Policy Center à Rabat, au Maroc.
Je vous remercie d'avoir mis en perspective un peu les enjeux des changements climatiques en Afrique. C'est une vraie question. Que ce soit à travers les questions de pastoralisme, que ce soit à travers les problèmes de pluie, où on voit qu'il y a une concentration de violence là où il y a des manques de pluie. C'est vrai que c'est des questions qui sont vraiment importantes. Aujourd'hui, avec le retrait des États-Unis, est-ce qu'on a vraiment répondu à la question de savoir qui pourrait être le champion dans cette lutte pour le changement climatique? Est-ce qu'aujourd'hui, l'Europe a les moyens financiers pour mener cette lutte contre le changement climatique? On ne peut pas vraiment compter sur l'Afrique qui doit faire face à des défis internes, qui doit faire face à des défis d'extrémisme, des défis migratoires, des défis de gouvernance, des défis économiques. En Europe, c'est vrai que le continent est aussi fait face aux suites des conséquences du Brexit. Il y a aussi les questions migratoires, il y a aussi les questions économiques. Donc, est-ce qu'on a besoin d'un champion dans cette lutte et est-ce que ça pourrait être l'Europe? Merci. Alors, une autre question là. Bonsoir. Alors moi, j'ai une question plutôt sur ce que vous avez dit, Monsieur Gémen. L'accord a plutôt une portée politique, mais je me demanderais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas créer un accord plus juridique, avec peut-être un système de sanctions financières, voire d'embargo pour les personnes physiques ou morales ou les États qui ne respecteraient pas les dispositions en termes de lutte contre le réchauffement climatique. Merci. Alors, je ne vois pas d'autres mains levées à ce... Ah, si. Bonjour, je m'appelle Ivaima, je suis doctorant en droit des énergies renouvelables en Afrique. Et j'ai une question par rapport à, sans minimiser le retrait des États-Unis, est-ce qu'on pourrait imaginer le scénario de 1942 avec Montego Bay, donc le fait que les États-Unis ne soient pas partis à Montego Bay et qu'ils se soient constitués quand même comme, on va dire, des défenseurs de la bonne application de la dite convention? Merci. Merci beaucoup. Alors, peut-être une dernière, non? On va prendre une dernière question pour ce premier tour et j'espère qu'on aura le temps d'en faire un deuxième. D'accord. Alors on va prendre les deux questions et ensuite on laissera répondre les intervenants. Je vais faire très vite. Je suis désolé, j'ai raté en fait une grosse partie de l'événement grâce à la RATP. Donc j'aurais une question en fait, je ne sais pas à qui en fait. En fait, ça concerne les ODD. C'est-à-dire comment est-ce que déjà on s'inscrit, enfin des États, des gouvernements s'inscrivent dans les ODD pour aborder la question du climat, même si je sais qu'il y a l'ODD 13 bien sûr, mais enfin d'une manière holistique. Est-ce que c'est fait? Sinon, pourquoi et qu'est-ce qu'il faudra encore faire? Merci. Et donc, monsieur? Ça fonctionne. Oui, mon prédécesseur a dit qu'on ne pouvait pas compter sur l'Afrique parce que, bon, il y a des problèmes de gouvernance et d'autres qu'elle a cités. Mais moi, je voudrais plutôt poser le contraire. Comme question, bien sûr, je voudrais savoir ce que l'Afrique ou les Africains peuvent apporter dans le cadre de ces accords. Enfin, dans un bon sens, bien sûr. Merci. Merci. Alors, Bastien, est-ce que tu veux commencer? Sur la biodiversité, vous avez parfaitement raison. Aujourd'hui, nous, en tout cas, dans le cadre de notre travail, on essaye de porter ces questions de gestion des ressources naturelles sur le devant de la scène, en tout cas dans nos réunions, pour sensibiliser les militaires. Et un de nos objectifs, c'est plutôt non pas de les convertir, en tout cas, à la défense de la biodiversité, parce qu'ils nous répéteraient que ce n'est pas forcément leur objectif premier, mais c'est plutôt d'intégrer pleinement dans l'équation conflictuelle ce type de paramètres et d'arriver à réunir les acteurs qui élaborent les politiques sur ces sujets-là à une table de négociation avec eux. Parce que quand on attire l'attention sur une problématique sécuritaire auprès d'un gouvernement, et que si elle nécessite en tout cas qu'on développe une protection de la biodiversité, ça peut aussi avoir un poids supplémentaire. Alors,
Évidemment, on se raconte parfois un peu d'histoire, mais en tout cas, moi, je crois assez à l'idée de rassembler un peu les acteurs et de mettre, par exemple, dans certains cénacles, des acteurs de la sécurité qui n'y participaient pas avant, pour avoir un poids supplémentaire. Après, évidemment, j'aurais même un exemple pour vous donner, qui va vous faire plaisir sans doute. Figurez-vous que le ministère de la Défense réfléchit à un programme qui se base sur la barge rousse, un oiseau que personne ne connaît, qui est, si Didier, puisque je t'ai montré le prospectus cette semaine, qui est un oiseau qui est le record, si vous voulez, de vol longue distance pour un oiseau migrateur. Je crois que c'est 11 000 km en 8 jours, sans s'arrêter et sans manger. Donc, performance assez impressionnante. En fait, la Défense réfléchit aussi à la possibilité de les équiper de balises GPS, parce que cet oiseau a la capacité d'adapter sa trajectoire au vent et peut-être déceler l'apparition des cyclones. Donc ça veut dire qu'on se repose sur la biodiversité pour faire de la prévention d'apparition des cyclones et aussi participer à la réflexion sur la bonne prévention et la bonne gestion des catastrophes naturelles. Donc encore un élément en faveur de la biodiversité. Édouard, tu voulais peut-être revenir sur... Sur la question de qui sera le champion. S'agissant de l'Europe, j'y crois moyennement. Enfin, la situation... je ne suis pas un expert sur les questions européennes, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est sur la manière, on va dire, au niveau de l'affichage, ce qu'a très bien montré, je pense, le One Planet Summit, c'est que justement, la tendance, c'est aussi de dire que les champions, ce ne sera pas que des États, et que justement, ça sera aussi des acteurs non étatiques, et il y a un accent particulier qui est notamment mis sur les acteurs économiques. Les acteurs économiques, c'est-à-dire les entreprises, les investisseurs, les acteurs aussi de la finance. Il y a tout un travail qui est fait aussi sur la question de la finance pour essayer justement de la réorienter pour qu'elle désinvestisse des énergies fossiles, par exemple, et qu'elle réinvestisse dans les énergies propres. Et là encore, ce qui est assez intéressant, c'est aussi de voir comment la Convention climat a aussi évolué en fait depuis Paris, mais même en amont de Paris, ça commençait vraiment à se voir comment, la mise en place de tout un tas de forums, d'initiatives, on va dire, qui étaient spécifiquement adressées ou qui étaient centrées en fait sur les acteurs non étatiques qui cherchaient à vraiment les mettre en valeur. Et du coup, si on regarde l'actuelle secrétaire générale de la Convention, elle joue aussi ce rôle en fait. Elle joue un rôle de sorte de super VRP de l'action climatique, mais encore une fois, elle met énormément l'accent sur le rôle des acteurs non étatiques justement dans l'atteinte en fait des objectifs fixés par l'accord de Paris. François. Merci. Peut-être pour compléter la question, il me semble que une question utile à se poser, c'est faut-il un champion? Est-ce qu'il y a forcément, dans une négociation par essence multilatérale, faut-il forcément un champion, un héros, ou est-ce que c'est juste une sorte d'habitude que l'on a prise? Ce qui est certain, c'est que pour le moment, on ne le voit pas émerger. Et qu'un temps, j'ai imaginé que ce champion pourrait être à trouver, non pas du côté des pays industrialisés, mais au contraire du côté des pays en développement, c'est-à-dire ceux qui seront en première ligne concernant les impacts du changement climatique. La COP est actuellement présidée par Fidji, et donc on avait placé beaucoup d'espoir dans l'idée que pour la première fois, la COP soit présidée par un petit État insulaire en première ligne des impacts du changement climatique. Et jusqu'ici, il faut bien dire que c'est assez nul. Donc la question, c'est est-ce que c'est juste parce que c'est Fidji et que le gouvernement n'a pas saisi l'opportunité? Est-ce qu'un autre gouvernement, soit d'un petit État insulaire, soit d'un gouvernement comme le Bangladesh ou d'autres États qui se sont beaucoup affirmés, notamment grâce à une stratégie de weak power, sur le concept qu'a développé Alice, pourraient devenir des champions de la coopération internationale? C'est assez difficile à dire. On a un peu l'impression pour le moment que les vrais champions de la négociation sont en quelque sorte les membres de la société civile. Un épisode qui me semble assez révélateur à ce titre est l'affrontement entre les deux Amériques qui a lieu à la COP23, où il y avait à la fois la délégation officielle du gouvernement américain Donald Trump qui était hors de l'accord de Paris,
et il y avait la délégation de la société civile américaine qui proclamait « We are still in », on est toujours dedans. Et donc, on avait une situation de crameur contre crameur dans cette COP23. Et la délégation non officielle, ce n'était pas des zadistes. C'était des gens importants comme Bloomberg, comme Schwarzenegger, comme John Kerry, comme des représentants des municipalités, des fondations, etc. Et donc, on pouvait même se demander qui, au fond, représente les États-Unis dans la négociation. Est-ce que c'est la délégation du gouvernement américain ou est-ce que c'est la délégation de la société civile qui proclamait sur tous les toits que nous sommes les vrais États-Unis et nous ne nous reconnaissons pas dans notre délégation officielle? Ça pose, je pense, de vraies questions. Pourquoi, j'en viens à votre question, pourquoi ne serait-il pas possible, maintenant que les États-Unis sont hors de l'accord, de négocier un accord qui ne soit plus vraiment un accord politique, mais un accord qui soit un accord juridique contraignant avec des sanctions? Je dirais qu'il y a à ça une raison structurelle et une raison conjoncturelle. La raison structurelle, c'est qu'il est difficile de faire voter par des poissons un budget pour acheter des hameçons. Tous les États savent très bien qu'ils ne respecteront pas leurs objectifs. Tous les États savent bien que leurs objectifs sont purement déclaratifs et qu'aucun de ces objectifs, ou presque, ne sera respecté. Et donc, s'ils consentent à un accord juridique contraignant avec des sanctions, ils savent très bien que ces sanctions s'appliqueront à eux-mêmes à un moment ou à un autre et que la réalité des choses, c'est que ces sanctions ne seront pas appliquées. Le meilleur exemple, c'est le protocole de Kyoto, qui, lui, était un accord contraignant et qui prévoyait des sanctions. Lorsque le Canada a réalisé en 2011 qu'il n'atteindrait pas les objectifs qui lui avaient été assignés, le Canada est simplement sorti du protocole de Kyoto et cela ne s'est assorti d'aucune sanction. Quelque part, cette idée d'un droit international contraignant, j'en ai peur, est une pure fiction, une sorte de conte d'Alice au Pays des Merveilles qu'on se raconte quand on veut croire encore à la magie du droit international, mais dans la réalité des faits, ça ne marche pas. Et puis une raison conjoncturelle qui tient au fait que si on avait négocié à la COP21 un accord juridiquement contraignant, il eût fallu que cet accord soit ratifié par le Congrès américain, et notamment par le Sénat américain. Et les négociateurs américains savaient très bien que dans un Sénat contrôlé par les républicains, cet accord n'avait aucune chance d'être ratifié. Et d'ailleurs, aucun accord sur le climat ne peut être ratifié par les États-Unis tant que tiendra la résolution Bird-Hagel, qui est une résolution de 1997, qui interdit formellement aux États-Unis de ratifier un accord contraignant sur le climat. Et donc, tant que le Congrès, et le Sénat en particulier, restera contrôlé par les républicains, il sera impossible d'avoir les États-Unis dans un accord qui soit juridiquement contraignant. Et donc, l'ironie ultime de la chose, c'est qu'on a négocié un accord non contraignant et politique pour, quelque part, satisfaire à la demande américaine, et que les États-Unis, malgré cela, s'en sont quand même retirés. Ce qui n'est pas sans rappeler l'ironie du protocole de Kyoto, qui avait intégré des mécanismes flexibles, c'est-à-dire des mécanismes qui reposent sur le marché, comme le marché du carbone, dont personne ne voulait au départ, mais simplement parce qu'il s'agissait d'une demande sine qua non américaine, et les États-Unis, à nouveau, avaient dit, si vous nous voulez dans le protocole de Kyoto, il faut intégrer ces mécanismes de marché. Tout le monde les avait intégrés à contre-cœur pour avoir les États-Unis, et déjà à ce moment-là, les États-Unis n'avaient in fine pas ratifié le protocole et tout le monde s'était retrouvé le bec dans l'eau, coincé avec des mécanismes de marché dont personne ne voulait au départ. Et donc, bis repetita placent, malheureusement. Peut-on imaginer que les États-Unis jouent le même rôle que celui qu'ils avaient joué dans la Convention de Montego Bay? J'ai tendance à dire le mal est fait désormais. On peut imaginer que demain ou après-demain, les États-Unis reviennent dans l'accord de Paris. Donald Trump est tellement imprévisible qu'on peut tout à fait imaginer qu'Emmanuel Macron le convainque ce soir à dîner de revenir dans l'accord de Paris. On peut imaginer que dans 3 ans, ce soit un successeur démocrate qui décide de revenir dans... Peu importe, le mal est fait. Et ce mal, c'est d'indiquer au monde entier que l'accord de Paris restait dépendant des contingences politiques et qu'il était possible pour un pays d'en sortir ou d'y rentrer. Et c'est un signal terrible qui est adressé aux marchés, ce dont les marchés ont besoin pour amorcer et enclencher véritablement ce qu'on appelle la transition économique. Ce sont des signaux de long terme. C'est pour cela que des entreprises américaines, y compris des entreprises très polluantes comme Exxon ou comme DuPont,
avait demandé, quasiment supplié Donald Trump de rester dans l'accord de Paris en lui disant « Nous sommes d'accord d'accepter des contraintes environnementales et des régulations tant que les règles du jeu sont les mêmes pour tout le monde et que nous avons les garanties que ces contraintes resteront des contraintes de long terme. » Ce que les entreprises, y compris les pétroliers, détestent encore plus que des régulations environnementales, c'est l'incertitude. Et le signal que Trump a envoyé depuis le jardin à la rose de la Maison-Blanche le 2 juin dernier, c'est un signal d'incertitude. Malheureusement, le mal est fait. Merci. Alors, comme on a commencé en retard, je vous suggère qu'on prenne 5 minutes de plus pour prendre éventuellement une question. J'en vois au moins une. S'il y en a une deuxième... Mais alors, vraiment, je vous demande des questions très brèves et je demanderai aux intervenants des réponses brèves. Trump revienne dans ce traité contraignant parce qu'il sait très bien qu'avec les Russes, Israël, la Chine, la France et certains pays arabes qui l'ont acheté aux Russes, que les changements climatiques sont dus à la guerre météorologique que ces pays mènent depuis une quarantaine d'années. Et c'est le Parlement européen, que vous pouvez revoir des documents, en février 1997, a commencé à dénoncer par un rapport, une résolution, c'est-à-dire les ondes ont été... Nikola Tesla, il y a 100 ans, a découvert qu'au-dessus de nos têtes, il y a une énergie illimitée, gratuite et non polluante qui, à tout jamais, aurait pu donner à l'humanité, couvrir ses besoins énergétiques. Et ces ondes ont bien été captées, mais n'ont pas été utilisées à des fins civiles, mais à des guerres des étoiles et aux catastrophes écologiques qui était le titre des auditions publiques avec les experts de l'OTAN, de l'Agence spatiale, du Conseil de l'Europe, dans ces débats du Parlement européen. Tout ceci a été occulté depuis une quarantaine d'années que nous vivons encore aujourd'hui cette guerre météorologique des ondes scalaires, électroniques, électromagnétiques, radiologiques, à elliptons, à infrasons. Avec madame. Les infrasons ont fait des tsunamis et des tremblements de terre. On vous a demandé une intervention brève. Merci. Oui, non, je vous demandais juste des interventions brèves parce qu'on est déjà J'ai deux questions, une à Edouard Morena et une à François Gémen. Est-ce que le rôle des fondations que vous avez soulevé, qui est la visibilisation, mais en tout cas impactant, est-ce que finalement la conclusion n'est pas de dire qu'il joue un peu le rôle de soupape de sécurité concernant cette convention de climat finalement, ou par le fait, par le rôle? Et ma question pour François, puisque les États-Unis sont sortis de l'accord, est-ce que finalement ça ne remet pas en cause tout le raisonnement qui est de partir, donc non pas du top-down, mais et finalement le retour, enfin la sortie remet en cause tout ce processus qui est de dire non, pas de bottom-up, mais plutôt top-down. Merci. Est-ce que les mains que j'ai vues se lever le sont toujours... Alors, on aura une question là et une de Madame au fond, et après ce sera tout pour les questions. Merci. Non, en fait, j'ai payé la réponse tout à l'heure par rapport aux ODD. Je sais pas si oui, effectivement, il y avait la question sur les ODD. Bonsoir. Oui, je voudrais savoir comment le secteur privé pourrait, lui, vraiment faire pression et faire justement du bottom-up justement pour amorcer la transition pour le climat. Merci. Alors, peut-être... Oui, non, les questions, c'est terminé. Oui, c'est terminé pour les questions. Du coup, je rends la parole aux intervenants. Je ne sais pas, peut-être commencer par la question des EDD qui n'a pas trouvé de réponse tout à l'heure. François. Simplement, les ODD, c'est un signal important qui peut essayer de guider l'action internationale et c'est certain que l'accord de Paris s'inscrit dans ces ODD, mais on est aujourd'hui passé à une logique effectivement non contraignante et les ODD participent de cette logique volontariste
et non contraignante, avec peut-être un effet de réputation et d'entraînement. Moi, je reste quand même malgré tout assez sceptique sur ces logiques qui sont surtout des déclarations d'intention. Merci. Est-ce que tu veux revenir aussi sur oui, la sur question, la question, est-ce que le retrait américain ne met pas en cause finalement la logique qui a présidé à l'accord de Paris? Si, d'une certaine manière, bien évidemment, d'abord parce qu'il taille en brèche le principe fondateur de l'accord, qui est le principe d'universalité, que pour la première fois, tous les États reconnaissent la nécessité de faire un effort et s'engagent à faire un effort. Et c'est sûr que ce principe, cette pierre angulaire, vole en éclats dès lors que les États-Unis, ce n'est pas le Luxembourg ou le Malawi, avec tout le respect que j'ai pour ces pays, qui se retirent, c'est le deuxième émetteur mondial de gaz à effet de serre. D'abord, ce principe d'universalité vole en éclats. Et puis aussi ce principe de bottom-up, cette idée de s'appuyer sur l'engagement national de chacun des États. Lorsque Donald Trump dénonce l'accord de Paris, en réalité, il dénonce non pas tellement l'accord, mais la politique de son prédécesseur et les engagements qu'a pris Barack Obama. C'est-à-dire qu'il refuse de tenir les engagements internationaux pris par son prédécesseur et que donc, quelque part, il amorce une sorte de rupture dans la continuité des engagements d'un État. Or, la tradition diplomatique veut qu'un État ait tenu, quels que soient ses changements de gouvernement, par les engagements diplomatiques pris par son prédécesseur. Et Donald Trump n'a que faire de cela. Et donc, effectivement, il ramène la question de l'accord international au niveau des contingences politiques nationales et au niveau du débat politique national. Et donc, il fragilise considérablement l'accord de Paris. Et donc, effectivement, même s'il est sans doute plus facile d'avoir des accords bottom-up que top-down, ils sont aussi quelque part plus fragiles. Merci. Édouard, rapidement sur le secteur privé. Ouais. Alors, sur le secteur privé, alors je pense qu'effectivement, beaucoup d'espoir est mis dans le secteur privé, compte tenu de la situation, enfin, du côté des gouvernements. Alors, ce qui est intéressant avec le secteur privé, c'est que, enfin, je ne suis pas focalisé sur le secteur privé dans mes recherches, mais j'ai croisé en fait plusieurs initiatives qui démontrent en fait une certaine volonté de la part d'une partie du secteur privé à travers des initiatives comme Women in Business ou The B Team, etc. Donc il y a plusieurs groupes ou de coalitions d'acteurs privés, donc représentant différentes entreprises qui se sont regroupés pour essayer de porter en fait un discours en faveur de l'action climatique. Donc ça c'est un élément assez intéressant à noter. S'agissant de la question de la convention, enfin de la soupape de sécurité sur la philanthropie comme soupape de sécurité, effectivement, oui, je pense qu'effectivement, encore hier, Bloomberg s'est d'ailleurs engagé à verser 4,5 millions de dollars supplémentaires à la convention pour l'aider face à ces difficultés financières. Donc on pourrait dire que quelque part, la philanthropie et les acteurs de la philanthropie tiennent en partie au moins la convention à bout de bras. Mais encore une fois, ce qui est intéressant à analyser, c'est plutôt les raisons et les motivations en fait, sous-jacentes. Je crois qu'elle ne croit plus dans la convention, en tout cas celle que j'ai étudiée, ne croit pas tant la convention comme espace de négociation entre États qui va déboucher justement sur un accord ambitieux et contraignant. Elle le voit plus par rapport à ce que symbolise en fait la Convention climat, notamment à travers l'accord de Paris que ces fondations ont soutenu. Ce qui est aussi intéressant, du coup, c'est justement de voir comment finalement elles se servent de plus en plus de la Convention climat comme forum, en fait, notamment à travers les COP, pour visibiliser les actions, notamment engagées par elles-mêmes, mais aussi par les acteurs non étatiques. Et justement, juste pour finir, l'exemple de We're Still In est particulièrement intéressant parce que c'est justement une initiative de Bloomberg. C'est une initiative qui est soutenue et qui est portée notamment par Bloomberg Philanthropies, qui regroupe tout un tas d'acteurs, dont notamment les villes qui occupent une place importante. Et ce qui était aussi intéressant, c'était de voir que finalement Bloomberg, ce qu'il suggérait aussi au lendemain de la sortie de Trump de l'accord, c'est de dire alors intégrez-nous en fait dans le processus, acceptez en fait nos contributions déterminées, volontaires, des acteurs non étatiques américains. Donc quelque part, ce qu'ils souhaitent, c'est pas tant maintenir la convention qui est une convention historiquement party-led, donc guidée par les partis, par les États. Ce qu'ils voudraient au fond, c'est de la transformer, en tout cas de l'ouvrir à toute une série d'autres acteurs.
Merci beaucoup. Bastien, est-ce que tu... Non. Écoutez, du coup, je vous remercie tous pour votre participation. Je pense qu'on peut applaudir aussi les intervenants. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée.